Je vous propose de commencer ce webinaire qui a pour sujet le bio-GNV, une solution de mobilité décarbonée pour les entreprises franciliennes. Je suis Anne-Claire Baucher, je suis responsable du pôle mobilité durable au sein de GRDF pour la région Île-de-France. Et en quelques mots, GRDF, c'est le principal distributeur de gaz en France, qui a notamment pour mission de service public de développer le biométhane et plus largement les gaz verts. Notre objectif, c'est d'atteindre 20% de gaz verts dans les réseaux en 2030. Et au-delà de ce développement du biométhane, nous accompagnons également les entreprises et les collectivités dans la décarbonation de leur flotte de véhicules. Ce webinaire aujourd'hui, il est organisé en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie d'Île-de-France, que je remercie. Et donc Pierre-Olivier Viac, je vous laisse vous présenter, ainsi que la CCI Île-de-France. Merci Anne-Claire. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je vais être rapide, hein. Moi je suis le responsable régional transition écologique à la CCI Paris-Île-de-France. Donc les CCI en Île-de-France accompagnent la transition écologique des entreprises et notamment des PME. Et sur les sujets de mobilité durable, notre objectif c'est d'accompagner notamment les PME à mettre en place et à adopter des mobilités plus décarbonées et plus propres. Et bien sûr, le bio-GNV fait partie des solutions. Ce n'est pas la seule, mais ça fait partie des solutions qui peuvent être mises à disposition des entreprises. Voilà, je pourrais éventuellement revenir sur les accompagnements que peut proposer la CCI en Île-de-France auprès des PME sur ces sujets de mobilité. Voilà, merci. Merci beaucoup Pierre-Olivier. Alors, quelques informations préalables avant de démarrer et d'aller dans le vif du sujet. Donc, ce webinaire va durer à peu près 1h30. Chaque intervention va durer environ 10 minutes et vous avez à votre disposition un module de questions-réponses dans la conversation pour vous permettre de poser des questions au fur et à mesure des présentations. Nous les collecterons et nous y répondrons soit au fil de l'eau dans la conversation, soit à la fin de chaque intervention. Par confort pour tous, les micros seront coupés pendant le temps de parole des intervenants. Le webinaire va être enregistré, il sera diffusé en replay sur le site de la CCI pour ceux qui n'auront pas pu assister au webinaire en live. Et pour finir, la présentation qui va vous être exposée durant ce webinaire vous sera envoyée à la fin de celui-ci. Après ces préambules, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Donc, comment va-t-on vous parler de la solution de mobilité décarbonée au bio-GNV? Eh bien, durant l'heure et demie à venir, nos intervenants qui sont des entreprises de transport, du secteur de la distribution, des acteurs de la filière bio-GNV vont aborder différents pans de cette thématique. Et donc, ce webinaire va se dérouler en 3 parties. Une première partie sur l'état des lieux et les perspectives de la mobilité au bio-GNV. Ensuite, nous aurons la chance d'avoir 2 retours d'expérience d'entreprises de la distribution et du transport de marchandises qui utilisent des flottes au bio-GNV. Et pour finir, nous aborderons l'offre de véhicules au bio-GNV qui est disponible et les services de maintenance et de formation de la filière bio-GNV pour les accompagner. Sans plus attendre, je passe la parole à Selma Tréboul, directrice des affaires publiques de France Mobilité Biogaz, pour nous parler de l'état des lieux et des perspectives de la mobilité au bio-GNV en France et en Île-de-France. Bonjour à tous, du coup je suis ravie d'être ici. Donc France Mobilité Biogaz, c'est la filière qui représente l'ensemble des acteurs de la mobilité au biogaz carburant. Et donc, comme vous le savez, le secteur des transports, c'est l'un des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre en France. Ça représente 30% des émissions totales et 25% proviennent des véhicules lourds. Et donc, le bio-GNV, qui est la version renouvelable du gaz carburant, figure parmi les solutions vertueuses pour décarboner, en particulier la mobilité lourde. Donc déjà, qu'est-ce que c'est? On peut peut-être passer la slide, mais c'est une énergie qui est écologique, qui est au cœur des territoires. Donc le biométhane carburant est produit par la méthanisation et est fondé sur le principe de l'économie circulaire. Donc la méthanisation déjà a de nombreux avantages. Elle permet de renforcer l'indépendance énergétique des territoires et plus globalement l'indépendance énergétique française. Elle favorise la création d'emplois locaux, qualifiés, durables, non délocalisables.
Elle offre un revenu complémentaire aux agriculteurs et elle permet de réduire leur utilisation d'engrais chimiques, voire elle leur permet ensuite d'utiliser le carburant pour alimenter leurs équipements avec une énergie qu'ils ont produit eux-mêmes localement. Voilà, le bio-GNV, c'est une nouvelle voie de valorisation avec de nombreux atouts. Et donc, il y en a beaucoup qui sont présents sur cette slide. Mais donc, globalement, c'est un carburant qui est 100% local, 100% renouvelable, qui est issu de matière organique et qui n'entre pas en concurrence avec la production alimentaire. Il est reconnu par la directive RED comme une solution durable et en lien avec ses bénéfices environnementaux importants par rapport au diesel. C'est moins 80% d'émissions de CO2, moins 93% de particules fines, moins 70% d'azote et quasiment pas de N2, enfin NO2. Et ça divise par deux le bruit. Un point important quand même sur l'ensemble de son cycle de vie. Il décarbone aussi bien que l'électricité d'origine française. Donc voilà, parmi les carburants alternatifs au gazole, le bio-GNV, il se distingue par sa maturité et par sa compétitivité. C'est en lien avec la dynamique depuis ces dernières années et les investissements qui ont été réalisés dans la filière qui ont permis l'émergence d'un véritable réseau de stations et d'une offre de véhicules nombreuses. Donc, ça en fait un carburant qui est pertinent pour décarboner la mobilité lourde. On a une croissance qui est continue sur toute la filière, avec un dynamique sur l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur. Déjà sur la croissance, et je crois on peut passer à la slide suivante. Une croissance qui est en hausse de la consommation de GNV, qui est tirée par le bio. Donc l'année dernière, c'est 4600 gigawatts de GNV qui ont été consommés en France, une consommation en hausse de 12% et tirée largement par la part de bio. Donc la croissance, elle est portée par le bio-GNC, dont les volumes ont augmenté de près de 30% en un an. La part de GNL est, quant à elle, plus stable. La progression du bio-GNV, elle se fait depuis ces dernières années dans les ventes de GNV. Donc, on était à 19% en 2021, à 26% en 2022, et maintenant, on atteint 30% sur l'ensemble du GNV, et on est à 39% pour le GNC, donc dans le bio. Ça va enfin, ce dynamisme-là, il est en lien avec les chiffres que nous, on a sortis dans notre panorama l'année dernière, enfin cette année, pardon, dont l'objectif est pour la filière d'être à 50% de bio en 2025 et d'ici à 2033 d'avoir 100% de bio-GNV. Donc voilà, donc pour décarboner la mobilité lourde, le bio-GNV a des avantages nombreux. Déjà, il est économiquement viable. Donc, c'est grâce au mécanisme des tarifs d'achat et à sa fiscalité qui est plus avantageuse. Mais le bio-GNV a un prix qui est en moyenne 20% inférieur à celui du gazole. C'est une solution qui est mature, qui est plébiscitée par ses utilisateurs, mais vous l'entendrez aussi au fur et à mesure du webinaire. Donc, il alimente une large flotte de véhicules qui est fabriquée en Europe. Et en France, le bio-GNV aujourd'hui, c'est la première alternative au diesel dans les immatriculations de véhicules lourds en France. On a aujourd'hui près de 40 000 véhicules en circulation qui roulent au GNV, bio-GNV. Et dans les nouvelles immatriculations, là, du coup, voilà, c'est ici, on peut le voir sur la slide. Elles sont tirées principalement par les poids lourds. Donc, dans les nouvelles immatriculations l'année dernière, c'était 3 680 nouveaux véhicules GNV, dont 1984 immatriculations de poids lourds. Arrivent ensuite les bus et les autocars. Pourquoi est-ce que il est plébiscité? C'est pour ses qualités intrinsèques, mais donc facilité, confort d'utilisation qui est reconnu par les transporteurs et les chauffeurs. Des pleins qui sont rapides, une réduction de moitié du bruit, d'absence d'odeur, une maintenance simplifiée. Et un maillage de stations qui est de plus en plus dense. Aujourd'hui, on est à 350 points d'avitaillement public et le même nombre de points d'avitaillement privés, dont une bonne partie de ces stations sont raccordées au réseau GRDF d'ailleurs. Mais voilà, c'est un maillage qui est important sur l'ensemble du territoire et qui permet pour ses utilisateurs d'en profiter pleinement et sans encombre. Au niveau national, le bio-GNV, on peut rester sur la slide d'avant, mais il dispose quand même d'une fiscalité avantageuse avec une TICGN réduite et
et aussi dispose de la vignette critère, ce qui est important puisque avec la mise en œuvre des prochaines ZFE, les véhicules qui roulent au GNV bio-GNV peuvent accéder à l'ensemble des ZFE. Et donc, c'est vraiment un carburant qui permet de décarboner les transports dès à présent, avec un grand nombre de stations et de véhicules disponibles. Donc voilà, une solution qui est efficiente et première alternative au diesel. Après, la reconnaissance étatique, elle est contrastée au niveau européen principalement. Et donc là, je vais revenir un peu sur un règlement qui a été voté l'année dernière, qui est le règlement européen sur les normes d'émissions, enfin, qui vise la réduction des normes d'émissions des véhicules lourds. C'était une proposition qui avait été faite par la Commission européenne en février 2023 et c'est un cycle de règlements qui avait d'abord lieu sur le véhicule léger et ensuite, du coup, qui a donné lieu à ce règlement européen pour réduire les émissions des véhicules lourds. Il donne des objectifs en fait à destination des constructeurs de véhicules sur les véhicules neufs. Donc, les constructeurs devront réduire les émissions des véhicules qui mettent à disposition des utilisateurs, réduire les émissions par rapport à 2019. Donc, de 15% en 2025 par rapport à 2019, de 45% en 2030, de 65% en 2000, non, et de 65% en 2035 et de 90% en 2040 par rapport donc à une période de référence qui est celle de 2019. Ça, c'est pour les poids lourds et sur les bus, on a d'autres objectifs qui sont d'aller notamment en 2040 à 100% de bus zéro émission. Nous, on considère que si les objectifs sont très ambitieux et l'ensemble de la filière partage le fait d'avoir des objectifs ambitieux sur le secteur des transports, qui est un secteur qui a du mal à se décarboner, enfin à réduire ses émissions, déjà il émet beaucoup et en plus il a du mal à les réduire. Il y a une méthodologie et une approche qui contient des biais importants, donc dans la méthodologie, puisque les émissions, elles sont calculées au seul pot d'échappement des véhicules. Sachant qu'on est sur un règlement sur les émissions de CO2 et pas seulement sur les polluants locaux. En fait, en comptant les émissions que au pot d'échappement, on oublie toute une partie des émissions qui sont liées à la fabrication du véhicule, à son recyclage, à la création de l'énergie pour alimenter le véhicule. Donc, donc voilà, nous, on prône une méthodologie plutôt en analyse de cycle de vie ou avec des méthodologies autres que le seul pot d'échappement qui permettrait donc de ne pas nier les vertus des biocarburants comme le bio-GNV. Et donc, avec ce règlement européen, voilà, nous, on considère qu'on est loin de la neutralité technologique puisque ça privilégie pour demain que l'électricité et l'hydrogène, alors même que le bio-GNV va être utile dans toute la période de transition jusqu'en 2040 pour décarboner les transports routiers, mais aussi à plus long terme, donc pour répondre à des usages pour lesquels les véhicules zéro émission ne constitueront peut-être pas une solution adaptée. Donc pour nous, le bio-GNV est véritablement une solution pas seulement de transition, mais une solution pour décarboner la mobilité lourde. Et donc, on va avoir un travail au sein de la filière sur les clauses de revoyure de ce règlement européen. Il y a plusieurs voix qui s'élèvent en ce moment pour faire en sorte de le faire évoluer. On a vu notamment la CEA, donc l'Association des constructeurs européens de véhicules, qui demande à la fois d'avoir une clause de revoyure rapprochée, donc de l'étudier plus rapidement que prévu, et aussi d'intégrer donc une neutralité technologique pour faire en sorte que tous les carburants qui permettent de décarboner les transports puissent contribuer à cet objectif qui déjà est difficile à atteindre. Donc voilà, je vais aller un petit peu vite sur cette partie-là parce que je vois que le temps file. Mais globalement, au niveau de la filière, nous, on défend une approche du mix énergétique. Toutes les solutions vertueuses doivent pouvoir participer à la décarbonation et avec une approche qui est technologiquement neutre. Donc, globalement, ce serait en comptant les émissions des véhicules sur l'ensemble de leur cycle de vie pour avoir une représentation plus réaliste des émissions qu'ils émettent. Et peut-être un petit point positif pour terminer par rapport au bio-GNV, puisque
Nous, on porte voilà, plusieurs mesures urgentes pour la filière, le mix énergétique et une comptabilisation des émissions qui ne serait pas que au pot d'échappement, mais sur l'ensemble du cycle de vie. Et aussi, donc, d'accompagner l'intégration du bio-GNV dans la thyroïde qui deviendrait lyrique. La thyroïde, c'est une sorte de taxe carbone. Et c'est un combat que notre filière a porté pendant plusieurs années, qui était un combat d'équité, puisque les autres carburants avaient le droit d'être éligibles à cette taxe carbone. Cette taxe vise à faire en sorte que à faire en sorte que les distributeurs de carburant mettent d'année en année plus de carburants renouvelables à disposition des consommateurs. Et donc, le bio-GNV fera partie des carburants qui permettront à ces distributeurs de ne pas payer la taxe. Et donc, ça a plein d'avantages pour notre filière. Déjà, ça va permettre à la France de respecter ses objectifs de décarbonation. Et ça va permettre surtout de faire émerger des nouvelles unités de méthanisation. Et donc, la mobilité prendra le relais de l'État. Donc, pour les finances publiques, c'est aussi un élément qui est très positif. Dans le détail, disons que voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une taxe carbone qui incitera à l'utilisation de bio-GNV et que pour la filière, c'est donc ça permettra son développement dans les prochaines années. Donc, on a hâte de voir le bio-GNV intégrer ce futur IRIC, qui est donc voilà, une sorte de taxe carbone, c'est ce qu'il faut retenir. Et le message global, peut-être, pardon. Le message global, c'est que voilà, pour décarboner les transports, on va avoir besoin d'un mix énergétique et le bio-GNV a toute sa place. Anne-Claire, pardon, on t'entend. Décidément. Donc, merci beaucoup, Selma, pour cet état des lieux, pour ce tour d'horizon du marché du bio-GNV. Anna, est-ce qu'il y a des questions de la part de l'assistance suite à l'intervention de Selma? Alors, on n'a pas de questions dans l'outil de conversation, donc n'hésitez pas à en poser de vive voix si vous souhaitez réagir. Bon, de toute manière, c'est pas trop tard. Si des questions vous viennent à ce sujet-là plus tard, on pourra les reprendre quoi qu'il arrive. Ce que je vous propose maintenant, c'est de laisser la parole à ceux qui sont sur le terrain et qui utilisent le bio-GNV pour transporter leurs marchandises. Sébastien Lézé, vous êtes directeur logistique de Monoprix et de Franprix. Vous avez été un des tout premiers acteurs à croire au bio-GNV. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelle a été votre trajectoire de décarbonation et où vous en êtes aujourd'hui chez Monoprix et Franprix? Avec plaisir, bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Effectivement, on était les pionniers, peut-être pas du bio-GNV, mais en tout cas des motorisations gaz. Ça fait 15 ans qu'on travaille sur ces sujets avec Cédric de Barbarac, peut-être certains le connaissent, et qui travaille avec moi sur les sujets de transport. Donc aujourd'hui, c'est plutôt un focus sur Monoprix, même si on pourra faire des parallèles avec Franprix. Et donc, on parle de Samada. Samada, c'est la filiale logistique de Monoprix. Si on va sur le slide suivant, c'est juste pour montrer un peu notre trajectoire. Alors, avant, on mettait une cible de neutralité carbone. Bon, il faut être prudent, continuer à avancer. C'est un peu notre objectif, sans se fixer forcément des limites. L'objectif, c'est d'avancer. Et effectivement, la trajectoire, elle démarre il y a longtemps, puisque dès 2002, il y a eu des premiers véhicules au gaz. Alors, en 2002, ils ont peut-être passé un peu plus de temps au garage que sur la route, mais c'est ça aussi d'être les pionniers. Il faut accepter que parfois, on essuie un peu les plâtres. Mais du coup, voilà, pendant quelques années, la techno a mûri chez nous, et en 2008, c'est la première flotte qui a été déployée dans Paris Intramuros. Pour ceux qui connaissaient un peu les schémas de Monoprix, hein, c'était à Bercy. On avait un schéma rail, un schéma ferroviaire, hein, qui arrivait dans la gare de Bercy, et après, derrière, on faisait la livraison du dernier kilomètre en gaz, avec d'ailleurs une des premières, si ce n'est la première station gaz en Île-de-France, qui avait été faite avec la Samada. C'était une des grandes difficultés d'ailleurs de l'époque, hein, parce que pendant des années, on a fonctionné avec deux stations seulement, une à Bercy et une dans le port de Gennevilliers.
entre 2008 et 2020, on a continué à investir dans le gaz, évidemment, à partir de 2020. Les premiers véhicules électriques ont commencé à arriver également chez nous. Et à aujourd'hui, on le verra après, on a à peu près 30% de notre flotte qui aujourd'hui est bas carbone, beaucoup dans les grandes agglomérations, et en particulier dans Paris. Donc ça, c'est vraiment le volet de mobilité, hein, qui est un des grands enjeux historiques chez nous. Et depuis quelques années, on se met aussi sur la partie des bâtiments, puisque voilà, on a deux métiers, hein, la préparation et le transport, et du coup, on essaye de jouer sur ces deux volets pour continuer à avoir une logistique qui n'a pas toujours bonne publicité, mais d'avoir une logistique la plus propre possible. On peut avancer. Sur le réseau, souvent, c'est ce qu'on dit, hein, ça paraît assez logique quand on va le dire, c'est une de la palissade, mais le kilomètre qui pollue le moins, c'est celui qu'on ne fait pas. Et donc déjà, on essaie de réduire nos kilomètres. Et c'est pour ça qu'on s'est beaucoup réimplanté ces dernières années, mais pour rouler le moins possible. Et après, derrière, une fois qu'on roule le moins possible, l'idée, c'est de rouler avec les technologies qui polluent le moins possible. Et du coup, ça rend aussi possible l'utilisation de plusieurs technologies. Donc en Ile-de-France, on a une vingtaine de kilomètres de nos magasins. Nos tournées font moins de 200 kilomètres. Et donc du coup, aujourd'hui, on n'est pas franchement limité par les technologies qui existent sur le marché, que ce soit évidemment le diesel, le gaz, où du coup, nous, on ne va pas forcément avoir l'avantage concurrentiel de plus on produit de kilomètres, plus le gaz est rentable. On n'est pas sur ce volet-là, mais y compris l'électrique aussi est possible, puisque nos tournées font moins de 200 km et les véhicules aujourd'hui tiennent les 200 km. Donc aujourd'hui, on n'est pas limité par les kilomètres qu'on produit. Et c'est important parce que parfois, les logisticiens, du coup, font des choix qui sont un peu des choix contraints. Nous, on n'a pas de choix contraints, en tout cas là-dessus. On livre 700 magasins quotidiennement en France, un peu partout, comme vous pouvez le voir. Donc, chez Monoprix, c'est les Monoprix, les Monop, les Naturalia, qui sont répartis un peu partout, évidemment principalement sur l'axe Paris-Lyon, Marseille-Nice, on va dire. Et presque 50% de ces magasins sont en Ile-de-France, Paris, Intramuros et Petite Couronne. Donc nous, notre terrain de jeu, il est essentiellement dans les grandes agglos, et 50% de notre travail, il est fait ici, en Ile-de-France. On peut avancer. Et aujourd'hui, du coup, je disais, en 2024, on a à peu près à 30% de camions avec des motorisations, en gros, qui sont pas du diesel. Sur les 400 véhicules qu'on a aujourd'hui, il y en a 111 qui sont au GNV, dont les 3/4 au bio-GNV. Le diesel représente toujours la part majoritaire de nos véhicules, avec un peu de biodiesel, un peu d'électrique, pas tellement, hein, c'est essentiellement aujourd'hui plutôt pour tester les technologies. Puis on voit d'ailleurs depuis quelques années, c'est pas tant le déploiement des véhicules au gaz qui fait augmenter notre quote-part de camions bas carbone, mais c'est plutôt, en fait, à chaque fois qu'on tue un camion, on tue un vieux camion diesel, et on ne touche pas à la flotte gaz. Comme je disais, on s'est beaucoup réimplanté pour produire moins de kilomètres égale moins de camions. Donc ça, c'est vertueux, et en tout cas, on ne touche pas aux camions qui produisent le moins de CO2. Et notre politique de déploiement du GNV, parce qu'on dit qu'il y a 30% de GNV et environ un quart de bio-GNV. Et là, on va essayer d'être un peu stratégique. Paris Intramuros, hein, c'est notre vieux combat, et une vieille promesse à la mairie de Paris qu'on essaie de respecter, d'être proche des 100% des kilomètres parcourus dans Paris Intramuros qui sont biogaz. Alors pourquoi Paris ? C'est là que le gros du chiffre d'affaires de Monoprix est fait. Nos clients sont aussi les riverains. Et donc voilà, c'était pour avoir l'impact le plus fort. Et puis après, au fil du temps, on s'est déployé un peu en province. Et là, c'est assez stratégique, voire politique. Et souvent, d'ailleurs, ça a été des échanges entre la levée d'une interdiction de circuler ou d'un tonnage, d'une limitation de tonnage, contre la mise en place d'un moyen dit propre, ou le plus propre possible. Ça, c'est un autre enjeu pour nous, hein, d'arriver à continuer à livrer avec des véhicules les plus gros possibles. Parfois, c'est un peu contre-intuitif. On se dit gros véhicule égale gros polluant. Mais mieux vaut un gros véhicule qui pollue pas trop que beaucoup de petites camionnettes qui polluent beaucoup. Et ça, voilà, notamment si vous voyez la carte avec Bordeaux, Nantes, Lyon,
beaucoup aussi en Alsace, qui ont compris ça depuis longtemps. C'est beaucoup les mairies écolos qui, contrairement à ce qu'on peut penser, sont souvent là-dessus en fait et comprennent notre démarche en disant qu'il faut mieux un gros camion qui pollue pas plutôt que plein qui polluent beaucoup. Parfois, c'est plus difficile avec des mairies qu'on penserait pour le coup moins dogmatique, mais c'est pas le cas. Donc on se développe comme ça dans les centres-villes et dans les grands centres-villes urbains, et notamment avec les mairies qui construisent ça avec nous. Aujourd'hui, on a 22% de bas carbone. L'objectif, c'est d'arriver à 30% dans les prochaines années. On sait qu'on est au-dessus du marché d'une manière générale. On a un peu freiné ces derniers temps, notamment pour des questions de coûts, même si là, c'est revenu un peu à la normale. Tout à l'heure, Salma disait qu'il n'y avait plus beaucoup d'écart, voire le gaz qui était tendanciellement en dessous, c'est vrai. En ce moment, je crois qu'il y a quelques centimes d'écart entre le gaz et le diesel. Donc aujourd'hui, voilà, c'est pas... ça rend les choses possibles. Sur le slide suivant, du coup, qui va récapituler un peu notre stratégie, donc les kilomètres qu'on ne parcourt pas, c'est évidemment les meilleurs. Les zones d'avitaillement en place, c'est clé. Hein. Ça nous a beaucoup aidé ces dernières années à nous développer. Ça fait longtemps et aujourd'hui, enfin, on le voit avec les véhicules électriques, voire avec des véhicules gaz récents, mais nous, c'est un enjeu hein, que la flotte soit toujours disponible et le moins possible au garage. Et il faut se le dire, hein, tous les véhicules qu'on a reçus entre 2012 et 2018 sont très fiables. Aujourd'hui, on utilise des véhicules qui ont plus de 7 ans, 8 ans, et même certains qu'on arrive à tirer 9 ans, avec des moteurs du coup qui tiennent. Et ça, c'est important pour nous, parce que du coup, la techno, elle est mature, elle est fiable. Et quand on renouvelle les flottes, on n'a pas de crainte d'avoir des véhicules qui ne seraient pas approuvés. Ça, c'est important pour nous. Le mix, tout à l'heure, on disait que Selma disait que le mix était important, le mix est capital maintenant. Je pense qu'on ne l'avait pas bien compris avant la guerre en Ukraine ou avant de se rendre compte que les centrales nucléaires françaises n'étaient pas tout au rendez-vous. Aujourd'hui, c'est important, je pense, de se dire que les distributeurs comme nous, en tout cas, on ne met pas tous nos œufs dans le même panier. On a le diesel, qu'on aura encore pour quelques années, on a le gaz ou le biogaz, avec des coûts du coup qui sont quand même plus volatiles. Il y a aussi l'électrique. Hein, avec ma casquette côté Franprix, on est plus avancé sur l'électrique. Mais les business plans qui ont été faits il y a 4 ans avec une molécule avec 1 kWh à quelques centimes, du coup, tenait plus la route 3 ans plus tard. Donc on voit en fait qu'on n'est pas à l'abri de choses qu'on ne maîtrise pas. Et du coup, mieux vaut avoir 3 ou 4 motorisations différentes pour faire jouer le mix. Moi, je suis convaincu que c'est la première alternative au diesel depuis longtemps. Hein, et c'est encore la seule, pour une raison qui est évidente, c'est que on met souvent l'électrique en face du gaz en se disant en fait l'électrique, voilà, c'est le gaz ne sera que transitoire avant qu'on soit full électrique. Alors peut-être dans plusieurs décennies, mais aujourd'hui le frein majeur au déploiement de l'électrique chez nous, par exemple, hein, c'est l'électrification des zones logistiques. Où aujourd'hui, quand on branche 3 ou 4 camions porteurs 26 tonnes sur des prises de recharge rapide, ça double la capacité électrique du site. Et donc, pour convertir nos 400 camions en électrique, il faudrait des millions d'euros d'investissement juste en raccordement électrique, sans même avoir dépensé 1 euro dans des camions qui, eux aussi, coûtent plus cher. Même si, du coup, après, derrière, kilomètres, ça coûte moins. Mais du coup, l'investissement, en fait, est colossal parce que les zones logistiques ne sont pas faites pour ça. Alors que le biogaz, l'investissement au-delà du camion, et même si les camions sont un peu plus chers depuis 2-3 ans, mais à part le prix du camion, il n'y a pas d'investissement supplémentaire, et c'est important pour des distributeurs comme nous, encore plus pour Monoprix, hein, comme vous le savez, l'actualité fait que les investissements ne sont pas illimités dans notre groupe, et aussi parce que, et ça a très bien été dit dans la première partie, on n'a pas non plus des politiques très lisibles, européennes ou même françaises, hein, en termes de déploiement des ZFE, en termes de taxes carbone, en termes de tout ce qu'on veut. C'est pas d'une lisibilité absolue. Et voilà, du coup, on avance de manière mesurée et surtout ne pas investir sur des solutions qui vont nous engager sur des décennies sans avoir une lisibilité qui soit complète. Donc c'est pour ça que toujours aujourd'hui, hein, le 1er octobre 2024, moi je suis convaincu que la première alternative au diesel, clairement, c'est le biogaz. Il n'y a pas d'écart de prix. Le biogaz ou gaz, maintenant, il y a un écart infime. Donc, ça vaut le coup d'y aller, surtout sur des productions locales.
On pense toujours, ça fait 15 ans ou 16 ans qu'on le pense, on pense toujours que pas de manière que transitoire, mais que pendant longtemps, le biogaz accompagnera notre mix, et que le mix il est indispensable aujourd'hui. Et on continue à faire confiance au biogaz pour nous aider à relever nos défis de demain. Voilà. Merci beaucoup, Sébastien, pour ce retour très clair sur la trajectoire de décarbonation de Monoprix et sur les choix qui ont été faits. Anna, je ne sais pas s'il y a des questions en ligne. Toujours pas? Non. Tu n'as pas ton micro, Anna, mais j'ai vu que tu faisais non de la tête. Donc là encore, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à ouvrir votre micro. On peut les prendre en live. Bon, bah, pas de questions. Du coup, je continue. Je vais maintenant m'adresser à un transporteur. Donc, Loïc Nérodo, vous êtes le directeur QHSE de l'entreprise Préma. Préma a fait le choix il y a quelques années de convertir une partie de sa flotte au bio-GNV et même aller plus loin, puisque vous avez été à l'origine de l'émergence de 2 stations de bio-GNV en Île-de-France pour permettre l'avitaillement de votre flotte. Et donc, Loïc, est-ce que vous pouvez nous partager votre expérience? Eh ben, pas de problème, avec plaisir. Bonjour à tout le monde. Vous m'entendez bien? Très bien. Ok, super. Les transports Préma, donc nous on est transporteurs routiers de marchandises en Île-de-France, d'accord? L'histoire rapidement des émissions de CO2 chez Préma, ça date depuis assez longtemps. On a été dès le début très intéressé sur les réductions des émissions de CO2 dans le transport routier. C'est toujours étonnant comment un transporteur peut réduire ses émissions de CO2, mais quand on le fait de manière sérieuse et suivie avec les signatures de différentes chartes, on a obtenu des résultats assez intéressants. Depuis très longtemps, on a mis en place la signature de charte de réduction des émissions de CO2, je pense que tout le monde connaît. On a ensuite été vers une labellisation, d'accord? Donc est apparu le label Objectif CO2, qui est basé sur une notification HBEFA pour ceux qui sont intéressés. On pourra discuter après s'il y a des questions. On en est au 3e renouvellement du label Objectif CO2 avec un certain nombre d'actions que l'on met en place pour réduire les émissions de CO2, au départ sur du carburant gazole, hein, bien sûr, c'est-à-dire travailler d'abord sur les réductions des émissions de CO2 par rapport à l'éco-conduite et un certain nombre d'autres actions pour réduire les émissions. Et puis ensuite est arrivée la notion d'investir sur les véhicules gaz, donc sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Si vous pouvez passer au 2e slide. On a pris donc une action mixte, c'est-à-dire d'abord d'acheter des véhicules bio-GNV. En ce qui concerne Préma, pour la majorité, c'est des véhicules GNC. Et on a aussi pris la décision de construire ou de participer à la création de stations GNV pour participer au maillage de la région parisienne, puisque Sébastien faisait part qu'au début, il y avait un problème de maillage des stations et de pouvoir être en capacité de faire le plein sans faire trop de kilomètres de détour. Donc on a fait 2 actions. À aujourd'hui, on est équipé de 50 véhicules qui est amené à grossir encore plus. Cette année, on va par exemple rentrer 20 véhicules gaz. Donc ça, c'est depuis 2018-2019. Et en 2021, on a donc pris la décision de créer une station GNV avec le partenaire Endesa sur le site de Marolles-sur-Seine, avec une participation d'aide de l'ADEME et d'appel à projet. Et puis cette année, en 2024, on a participé à l'aide de AS24 de créer une 2e station multi-énergie à côté du site du Plessis-Pâté qui est notre siège, toujours dans l'esprit de pouvoir mailler le territoire.
Pour nous, donc les véhicules gaz, pour nous, ont des aspects donc évidemment de décarbonation quand on roule au bio-GNC, ce qui est la majorité de notre cas pour nous. Évidemment des réductions des gaz à effet de serre, donc de la suppression des particules, la diminution des polluants. Évidemment, l'odeur, la fumée, c'est des sujets qui reviennent à chaque fois, la baisse de bruit des moteurs. Et pour nous, en même temps, répondre aussi aux exigences des clients. Évidemment, étant dans transporteur en Île-de-France, de respecter les règles de zone de ZFE, de pouvoir rentrer dans les ZFE, et puis de décarboner le transport entre 60 et 85% à l'aide des biocarburants. En ce qui concerne le retour d'expérience, évidemment, le coût des véhicules est quand même à noter un petit peu supérieur, même si on peut obtenir des aides, par exemple sur le suramortissement ou des choses comme ça. Le coût d'entretien est un petit peu plus élevé sur la partie moteur, mais sur le reste des organes du véhicule, c'est identique. Et puis évidemment le tarif du gaz, qui lui, comme vous le savez tous, varie. Mais globalement, on est extrêmement satisfait du retour d'expérience de l'utilisation des véhicules. Et plus le nombre de stations augmente, plus on est efficace sur ce sujet. Et au niveau plein de véhicules, on n'a pas de problématique particulière sur les stations. Eh ben, merci beaucoup pour cette intervention. Et merci d'avoir participé effectivement au maillage de stations publiques en Île-de-France. C'est vraiment un point essentiel pour permettre la conversion de flotte et la maximiser sur les entreprises du territoire francilien. Pour information, aujourd'hui, il y a 42 stations publiques qui sont ouvertes sur la région Île-de-France et qui proposent du bio-GNV. Et la 42e, justement, c'est celle du Plessis-Pâté que vous avez contribué à faire émerger et qui a ouvert cette année au cours de l'été. Donc, merci à vous. Anna, je me tourne vers toi pour savoir s'il y a des questions. Oui, tout à fait. Une question de Jean-Luc Benoît de Kiloutou. Alors, il demande quel choix de constructeur pour votre flotte et pour quelles raisons? On a fait pour le moment, on a plusieurs constructeurs puisqu'on teste différents. Chez Prema, on est sur plusieurs marques. Ça a été historique. Ça permet aussi de voir les différents fonctionnements des véhicules. Aujourd'hui, on est sur du Volvo et du Scania et de l'Iveco. Une autre question. Bonjour, quid de la valeur résiduelle des porteurs GNC à 72 ou 84 mois, par exemple? Est-ce important pour le calcul du TCO? Donc évidemment, c'est un sujet c'est la valeur résiduelle des véhicules en fin d'utilisation. Effectivement, c'est un sujet. Aujourd'hui, on n'a pas énormément de recul sur ce sujet-là en termes de revente, puisque les véhicules de 2009-2020 sont pas encore en fin de vie tout à fait. Ils vont arriver bientôt. C'est un sujet sur lequel on porte une attention, mais pour le moment, c'est pas une problématique. Merci Loïc. Élodie, je vois que tu lèves la main, je ne sais pas si tu souhaites intervenir. Oui, moi je voulais dire juste un mot. On a la chance d'avoir un donneur d'ordre et un transporteur, alors qu'ils ne roulent pas l'un pour l'autre, parce que Prémat, c'est plutôt dans les carburants et Sébastien, c'est plutôt de la distribution alimentaire, enfin les magasins. Vous ne l'avez pas dit, et c'est hyper important. J'aimerais que vous disiez juste un mot les relations entre Sébastien, toi qui donne un peu le tempo à tes transporteurs et comment ça se passe,
Et toi, Loïc, pourquoi tu as fait le choix et comment le ressenti de tes chargeurs? Parce que moi, je dis toujours que c'est toujours du win-win chargeur-transporteur. Vous ne l'avez pas trop dit et juste un petit mot là-dessus. Sébastien? Ouais, avec nos transporteurs sur les flottes gaz, c'est toujours bien passé parce que déjà, on leur offre de la visibilité et de l'engagement qui, dans notre métier, est précieux. Et les transporteurs, aujourd'hui, qui bossent pour nous sur les flottes au gaz, bossent pour nous depuis très très longtemps. Et on s'engage sur plusieurs années, hein, 4, 5 ans, 10 ans. Je disais tout à l'heure qu'on prolonge la durée de vie des véhicules. Donc on offre à nos transporteurs du coup un engagement sur le temps long, et ça c'est très précieux. Ça marche bien aussi parce que les véhicules sont fiables, sinon ça marcherait pas. Et effectivement, les transporteurs sont toujours venus taper à la porte ici parce qu'ils savaient qu'en échange des investissements qu'ils portaient, parce qu'on n'est que commissionnaire de transport, en tout cas chez Monoprix, on n'a pas de flotte en propre, à contrario de chez Franprix. Et donc du coup, en fait, que viennent chercher les transporteurs et ce que nous on cherche, en fait, c'est cette relation de confiance et de travail sur des années. Et avec le temps, du coup, on arrive à trouver des façons économiques d'aborder les dossiers qui nous permettent de limiter les surcoûts et d'être quasiment voilà, à 0 plus par rapport au diesel. C'est sur le plus qu'il y a en égo, mais on n'est plus sur les investissements qu'on devait faire il y a 10 ou 12 ans, où du coup la différence était significative. Aujourd'hui, on arrive à trouver des modèles économiques qui sont viables pour tout le monde. Et du coup, le gaz et le biogaz, du coup, permet de travailler dans la durée avec les transporteurs, et c'est toujours ça la clé de toute façon. Voilà, pour le chargeur. En ce qui concerne Préma, en ce qui concerne le transporteur, clairement, ce sujet de relation, les chargeurs sont à l'écoute, sont très à l'écoute de ce sujet de décarbonation. On en a parlé en préambule au début de la présentation. C'est un sujet où tout le monde aujourd'hui est intéressé. Il y a effectivement un surcoût lié à cette décarbonation, parce que le biogaz, par exemple, est un peu plus cher. Mais aujourd'hui, cette discussion se passe très bien, et les chargeurs, comme Sébastien, sont très à l'écoute. Donc oui, Elodie, tu as raison, c'est un sujet qui a été important à préciser dans la relation, et tout le monde est gagnant sur ce sujet. Eh ben, merci à tous les deux. Pour que le BioGNV soit une solution opérationnelle, eh bien, il faut des stations, mais il faut aussi bien sûr des véhicules. Et ce que je vous propose maintenant, c'est donc de laisser la parole aux acteurs de la filière, et tout d'abord à Clément Chandon. Clément Chandon, vous êtes responsable du développement des véhicules à énergie alternative chez Iveco. Vous êtes aussi vice-président de France Mobilité Biogaz. Et je vous laisse nous présenter le marché des véhicules lourds et l'offre que vous avez et que vous proposez chez Iveco pour répondre aux enjeux environnementaux et économiques des entreprises de transport, comme on vient de le voir juste avant. Oui, merci pour l'invitation. Effectivement, je pense qu'il est intéressant de revenir un peu sur où est-ce qu'on en est de ce défi de la transition énergétique. Je vais aussi vous dire un petit mot sur qui nous sommes. Si on peut avancer sur la slide suivante, mais vraiment 2 mots. Donc Iveco, constructeur européen généraliste, puisque nous couvrons les tonnages de 3,5 tonnes jusqu'au transport exceptionnel, donc des véhicules routiers, TP et chantiers. Et sur la slide suivante, une autre chose qui nous caractérise, c'est d'être également un constructeur français, puisque la France est le premier marché mondial pour Iveco quand on y rajoute notre activité Caribus. Et c'est un marché où nous sommes constructeurs à la fois d'autobus, d'ailleurs un marché qui est déjà sorti très majoritairement du diesel, et constructeurs de moteurs qui vont équiper tous nos véhicules poids lourds partout sur la planète. Et c'est donc là le pays où nous avons notre deuxième empreinte industrielle
la plus importante après l'Italie. Sur le marché, voilà, sur cette slide, on voit ce qui se passe sur ce que je vais appeler les véhicules légers, donc le 3 tonnes 5, 7 tonnes 5, où le GNV se maintient puisque nous faisons en ce moment nos plus fortes immatriculations historiques, mais nous sommes les seuls constructeurs présents. On a par contre une offre électrique qui est présente chez l'ensemble des acteurs et qui est devenue l'énergie alternative numéro 1, avec quand même un phénomène de baisse de marché, donc qui ne va pas dans le sens où on devrait aller, qui est lié à la disparition d'une aide importante qui existait sur les utilitaires électriques et qui avait été mise en place au moment du plan de relance suite à la crise sanitaire, mais qui a disparu. Et donc, le transport est très sensible, bien sûr, au phénomène de coût. Et donc, des véhicules électriques plus chers, ça veut dire aussi moins de ventes. Donc, c'est pour ça qu'on voit ce changement, malheureusement, à la baisse sur la trajectoire non diesel, avec moins de 4% à fin août. Et donc, on voit qu'on a quand même encore beaucoup de chemin à faire pour réussir à décarboner totalement le transport. Si on regarde maintenant sur la slide suivante comment ça se passe sur les véhicules plus lourds, là, l'image est meilleure. Déjà parce qu'on voit qu'on a quasiment les mêmes volumes sur un marché qui est 2 fois plus petit. Et donc, on a une décarbonation qui est plus avancée sur les poids lourds, qui est basée sur un mix énergétique sur lequel les biocarburants, pour l'instant, dominent fortement. Et ça transparaissait dans les discours des transporteurs précédemment, de par leur souplesse d'utilisation, de par leur coût également. Donc le bio-GNV est très présent. Si on regardait au niveau européen, on se rendrait compte que c'est 51% de la transition énergétique au niveau européen. Donc ça reste l'énergie prédominante. En France, on a en plus le développement du B100 qui est fort, puisqu'il y a un contexte réglementaire et fiscal qui lui est favorable, et l'électricité qui progresse, mais relativement prudemment pour le moment, puisque nous sommes à 1,7% à fin août des immatriculations. Mais quand même une tendance positive, puisque on est à presque 11%. Ça sans doute un peu plus à la fin de l'année. Par contre, si on regardait le parc circulant, on se rendrait compte qu'il y a environ 98% du chemin qui reste à faire. Et donc aujourd'hui, on est très heureux parce qu'on a autour de la table des vrais pionniers de la décarbonation avec Transport Prema et un chargeur avec Samada. Mais ils sont pionniers et il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors, comment est-ce qu'on peut aider les chargeurs et les transporteurs à aller de l'avant? Nous aussi, pour aller voir sur le slide suivant, on a misé sur le mix et on le fait parce que notre objectif, c'est de s'attaquer à l'ensemble des émissions générées par notre secteur d'activité. Alors, l'Europe aujourd'hui voit le problème un peu par le petit bout de la lorgnette et les constructeurs ne sont jugés que ce qui se passe du réservoir à la roue ou au pot d'échappement. Mais nous, on sait très bien que la planète, elle connaît qu'un seul paramètre, c'est ce qui se passe du berceau au tombeau. Et comme l'a bien dit Selma tout à l'heure, on émet du CO2 pour produire un véhicule. Et c'est particulièrement élevé quand on part sur une technologie électrique. Donc derrière, on va avoir besoin d'une électricité très fortement décarbonée pour venir récupérer ce qu'on appelle la dette carbone du véhicule électrique. Alors en France, on l'a, ce qui est une chance, ce n'est pas le cas partout en Europe. Et puis après, il y a tout ce qui se passe dans l'utilisation du véhicule. Et il faut rajouter ce qui se passe en fin de vie avec le recyclage. Et ça, c'est la véritable empreinte du transport. Et là-dessus, là en France, on a le choix de l'électrique, mais aussi des biocarburants. Et c'est ce qui fait de la France un des pays, et le pays aujourd'hui le plus en pointe en Europe sur sa décarbonation, que l'on regarde le transport de passagers ou le transport de marchandises. C'est vraiment le mix qui nous permet d'être en avance. Et c'est notre stratégie, comme on va le voir sur la slide d'après,
qui est de développer un maximum d'énergie bas carbone, parce que c'est ce que nous demandent les chargeurs et les transporteurs, comme on vient de le voir. Et il se trouve que la solution BioGNV coche beaucoup de cases. Et donc, pour nous, c'est un effort très important de développer toutes ces énergies en parallèle, mais on est convaincu que c'est la seule solution pour relever cet immense défi qui est la décarbonation. Et donc, je vais regarder maintenant plus précisément sur le GNV à partir de la slide suivante. Pourquoi cette solution, elle a du succès en France et en Europe? C'est parce qu'elle coche beaucoup de cases. D'abord, et ça a été dit par Selma, le bilan carbone fait partie des tout meilleurs qu'on a à disposition. On a un TCO, ça a été dit, qui est compétitif dans la plupart des cas. On a un très large choix de véhicules, et ça c'est important, c'est pas que le fruit d'Iveco. Nous, on a été premiers, on a démarré en 96, mais on n'est pas tout seul. Et donc, on trouve des véhicules spécialisés pour un grand nombre de missions. Le transport ADR, entrer sur des sites Céveso, faire du transport pour le bâtiment, tout ça, ça nécessite des véhicules spécialisés. On a des véhicules critère 1 et silencieux. On a la chance d'avoir une énergie bas carbone, locale, renouvelable, qui a un réseau. Et ça paraît banal, mais aujourd'hui, c'est la seule qui a un réseau public, en plus de stations privatives qui ont aussi leur intérêt. C'est une énergie qui dispose de ressources importantes, donc qui peut croître sans venir impacter, comme ça a été dit aussi par Selma, sur les ressources alimentaires, et qui sait faire quasiment toutes les missions du transport. Il y a un surcoût à l'achat, mais il est relativement limité quand on le compare notamment aux solutions électriques et hydrogène. Donc nous, on a beaucoup investi, c'est ce que je vais vous montrer en conclusion. On l'a fait depuis longtemps, mais on a continué. Oui, on peut avancer sur les slides. Sur la gamme légère, on maintient notre offre avec le délit de 3,5 tonnes à 7,2 tonnes, plus de 10,5 tonnes avec une remorque, et on bénéficie de tous les avancées du modèle, puisqu'on l'a renouvelé en 2024 avec des nouvelles cabines et des avancées aussi en termes de châssis pour le rendre plus léger et donc venir gommer des surpoids que nous oblige la réglementation de sécurité. On va le voir sur la slide suivante et aussi sur les points moyens. Voilà, c'est une vraie révolution. On est tout seul sur ce marché. On a un moteur qui est totalement neuf, qui va nous apporter beaucoup moins de consommation. On a augmenté aussi la taille des réservoirs, donc on a jusqu'à 60% d'autonomie en plus. On a augmenté les intervalles de maintenance, on a changé la boîte et en plus, bien sûr, on a fait des évolutions de cabine et de sécurité qui sont communes aux véhicules diesel. On continue avec la gamme lourde, où là aussi nous avons une toute nouvelle cabine. On voit sur la slide suivante. Voilà, on a revu totalement l'intérieur de notre cabine grande routière. On a fait évoluer également les cabines qui servent à faire les missions de distribution et régionale. On a augmenté la capacité des réservoirs dans l'empattement, qui nous permettent d'aller jusqu'à 800 km en autonomie. Et on a aussi la possibilité d'en rajouter en 2 cabines, ce qui peut être très intéressant quand on fait du vrac, on a de la place. Et aussi parce que des fois, il faut qu'on loge des auxiliaires qui prennent de la place, comme des gros réservoirs d'huile ou des compresseurs. Donc on peut avoir ce genre de mission spécifique et des fortes autonomies. D'autant que le moteur voit sa consommation baisser de 11%. C'est la plus forte baisse de consommation qu'on ait eue de notre histoire avec une nouvelle génération de moteurs. Ce moteur est complètement neuf, comme sur la gamme moyenne. Et il augmente aussi en performance, qui lui ouvre aussi à des missions de plus en plus sévères. Donc voilà, nous, on fait des efforts pour développer de nouvelles énergies, l'électrique et l'hydrogène. On croit très fort au gaz et on continue à investir massivement. Et on n'a jamais eu donc autant de véhicules à proposer et ils n'ont jamais été aussi performants en termes de puissance moteur, mais également de kilométrage entre les pleins et de faibles émissions. Ces véhicules étant déjà prêts pour la norme Euro 7 en termes d'émissions polluants, en plus de nous faire gagner sur le CO2.
Voilà. Merci Clément. Anna, je ne sais pas s'il y a des questions dans le fil. Oui, on a une question. Pourquoi avoir arrêté la production des 13 mètres cubes en GNC? Alors, on a eu un arrêt de production sur notre gamme Daily. En fait, développer toutes ces énergies en parallèle, c'est bien sûr extrêmement consommateur de cash. Donc, à un moment donné, on a eu du mal à suivre notre offre en véhicules légers. Mais notamment à la demande de la France, on a réussi à relancer le développement. Et aujourd'hui, sur les véhicules Daily, on a à nouveau une offre qui est large et qui doit pouvoir répondre à tous les besoins en fourgon tolé d'usine et en caisse rapportée, roue simple, roue jumelée. Donc je pense on sait répondre à nouveau à ce besoin-là. Et j'avais pas parlé aussi du véhicule d'approche chantier qui est toujours disponible, donc la gamme X-Way en tracteur, notamment pour faire de la benne et des missions particulièrement sévères, jusqu'à 50 tonnes. Eh ben, merci beaucoup Clément pour votre intervention qui a permis de montrer comment un constructeur comme Iveco permet aux transporteurs de répondre aux défis de la décarbonation à un prix maîtrisé. Je laisse la parole à notre dernier intervenant, Arnaud Verdier. Vous êtes président fondateur de la société VTE et vous allez nous parler de formation et de maintenance des véhicules lourds au bio-GNV. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Je vais donc vous présenter le groupe VTE, qui est un groupe de plusieurs entreprises qui a évolué au fur et à mesure du développement du GNV, et qu'il soit GNC, comprimé ou GNL. Et notre offre de service couvre 360 degrés, je dirais, des besoins de service autour de la mobilité décarbonée au biogaz. Ça fait un peu plus de 10 ans qu'on existe, avec un fort développement sur ces 3-4 dernières années, justement sur différents services sur le gaz. 5 filiales complémentaires qui vont de l'ingénierie qui elles aussi vont du berceau au tombeau, comme disait Clément Chandon tout à l'heure. 5 filiales complémentaires dans l'accompagnement des utilisateurs, que ce soit des collectivités ou des entreprises privées. On est multimarque, vous le verrez au travers de nos prestations, et on intervient sur tout type de flotte, que ce soit des autobus, des autocars, des bennes à ordures, du frigorifique, du transport routier, etc., etc. Et on est implanté à Marcoussis avec je dirais une implantation locale auprès d'Essonne Développement, le Rugby Club de Massy-Essonne, et également partenaire de France Mobilité Biogaz depuis 6-7 ans également. Donc 5 entreprises, on va commencer par la première, VTE Conseil, c'est un bureau d'études et d'ingénierie. À travers ces prestations, en fait, on accompagne des transporteurs ou des collectivités ou des entreprises qui se posent la question de la transition énergétique en fonction des contraintes opérationnelles et environnementales, de se dire finalement, par rapport à tel usage, quel est le bon véhicule, sans dogmatisme. On n'a pas un filtre uniquement monocarburant, même si aujourd'hui on est très impliqué dans le GNV et le bio-GNV. On fait également de l'accompagnement de projets industriels sur des infrastructures de recharge ou sur des recharges de gaz. L'aménagement d'ateliers de maintenance, notamment lorsque les ateliers intégrés veulent passer leurs ateliers, veulent entretenir leur véhicule GNV à l'intérieur. On est capable d'accompagner à la fois sur des études dites ATEX, le risque explosion, qui en plus est tellement limité que les études n'ont pas besoin d'être très, très complexes, mais néanmoins, il y a des obligations du code du travail sur ces analyses. Donc on est capable de les produire et d'accompagner avec des préconisations techniques, organisationnelles et humaines les plus simples possibles et les plus opérationnelles. Et puis une partie recherche et développement où on a accompagné même depuis le début la balayeuse Clean & Go, par exemple, de la société Europe Service, qui font des balayeuses de voirie, où on travaille avec eux depuis le prototype numéro 1 jusqu'à l'homologation et la formation de leurs équipes de montage en usine. Voilà, donc ça c'est VTE Conseil, la première filiale. La seconde, VTE Formation,
organismes de formation, les certifiés Calliope. Aujourd'hui, on propose l'ensemble des formations liées à la maintenance et à l'utilisation des véhicules au gaz naturel comprimé et liquéfié. Le cadre légal, c'est essentiellement le code du travail qui dit à nouveau risque, nouvelle formation. Donc, on accompagne ces formations, notamment de techniciens, pour faire de l'entretien ou de la réparation de véhicules au gaz naturel comprimé et liquéfié. Donc aussi bien sur des transporteurs routiers ou transporteurs de voyageurs. Alors à chaque fois dans les slides, vous avez en bas les différentes références de nos de clientèle diverses et variées. On travaille sur toute la France, et aussi bien pour des constructeurs d'ailleurs ou des concessionnaires que pour des utilisateurs finaux. On a un peu plus de 250 stagiaires par an, avec également un centre de formation qui est à Marcoussis, qui nous permet d'organiser des sessions de formation inter-entreprises, qui évite sachant que l'essentiel de notre activité est quand même de former sur site. On a donc les 3 niveaux de formation qui sont préconisés par l'INRS, et on a également ajouté ou créé un niveau de formation intermédiaire qui s'appelle GNV1 Tech, qui s'adresse plutôt à des mécaniciens qui ne vont pas forcément intervenir sur le système gaz, mais à proximité du système gaz. On pense notamment aux carrossiers, qui ont notamment dans les bennes à ordures ou ce genre de véhicules, on a besoin de tronçonner, souder, taper, voilà, de manière à le faire en toute sécurité. On ait une bonne connaissance du système et comment le consigner. Et puis on fait également du e-learning en GNV1, donc on peut également suivre des formations GNV à distance. On est les seuls à proposer ce type de formation. On forme en français, en anglais et en espagnol. Donc on a pu accompagner la mairie de Madrid comme ça sur l'entretien de leur véhicule. Et on fait également des formations GNV sur mesure, notamment pour Ispacol, des systèmes de réchauffage de cabine au gaz naturel. Donc, la 3e filiale, c'est le bureau de contrôle. Donc, le cadre réglementaire qui est imposé par le règlement international R110, c'est de contrôler l'intégralité du système haute pression tous les 4 ans. En tout cas, en France, c'est tous les 4 ans. Ce sont des contrôles visuels qui sont poussés. Donc, nous, c'est une de nos activités. On est donc inspecteur certifié pour travailler sur site. Pour travailler sur site, donc sur les parcs, pour faire de l'inspection réglementaire, donc avec une validité de 4 ans. On a également une activité d'expertise après accident, où on vient compléter en fait l'expert sur certains constats de détérioration pour alléger la facture aussi et être le plus précis possible. On fait du contrôle de véhicules neufs, donc tout ce qui est autobus et autocars, mais également des véhicules carrossés. L'objectif étant de détecter dès le début s'il y avait d'éventuelles non-conformités qui pourraient soit endommager le véhicule, soit surtout déboucher sur des coûts de maintenance plus importants après. On est implanté sur Marcoussis et sur Lyon pour faire ces contrôles-là. On tourne dans toute la France et puis on intervient, je dirais 24/7. On est capable d'adapter nos contrôles à tout type d'exploitation. Notre objectif, c'est aussi de faire du conseil en maintenance, puisqu'on fait également de la réparation. Et à travers ces contrôles, c'est également de se dire comment diminuer l'indisponibilité des véhicules en faisant de la maintenance préventive, limiter les coûts d'entretien et évidemment être dans le cadre légal, la conformité des véhicules. Notre 4e activité, c'est des ateliers mobiles. Donc on fait des réparations techniques, des interventions gaz naturel comprimé et liquéfié, pareil sur toute la France. Remplacement de vannes, de réservoirs, confection de canalisation au modèle, on fait des modifications sur des véhicules neufs, lorsque vous avez des carrossages également. On a une belle activité de mise en sécurité et dégazage de réservoirs. On viendra après justement sur la partie de la tombe, du tombeau de nos réservoirs gaz. Et puis on fait également de la confection, commercialisation d'outillage pour le gaz, dont des flexibles de transfert. Aujourd'hui, je dirais notre ambition, c'est pas de remplacer, c'est pas de concurrencer les réseaux, c'est plutôt de les compléter, puisqu'on intervient également pour eux, de façon assez importante. Une fois de plus, on est multimarque et on cherche surtout à être au plus près des problématiques de nos clients et de limiter au maximum les indisponibilités de véhicules. Et enfin, VTE recyclage. Donc à travers un projet alors qui concerne davantage les autobus et les autocars,
on s'est posé la question du tombeau de nos autocars au bio-GNV, et notamment, puisqu'aujourd'hui, on travaille sur des chantiers de déconstruction pour dégazer les réservoirs, les neutraliser et faire les déclarations légales auprès du ministère des Transports via une base nationale de données. Eh bien, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire de ces réservoirs qui sont en matériaux composites pour les autobus et autocars. Sur les poids lourds, ce sont des réservoirs en acier. Donc généralement, l'élimination se fait entre guillemets facilement, même s'il faut également les décaser et les neutraliser. Mais la problématique restait entière sur les matériaux composites. Donc on a créé un projet depuis 2 ans avec un ingénieur des arts et métiers sur la valorisation de ces matériaux et de ces réservoirs en matériaux composites. Et donc la slide suivante présente le projet Carboval, qui aujourd'hui avance bien, puisque nous sommes dans une phase de demande d'aide auprès de l'ADEME pour terminer les essais grandeur nature. Notre objectif étant de ne pas laisser de poussière sur le tapis. Quand on parle de transition énergétique, pour nous, groupe VTE, on pense que c'est important de penser également à la fin de vie. Alors évidemment, les constructeurs y pensent, je dirais tous les acteurs y pensent, mais il manquait cette petite brique qui est pourtant importante, c'est que faire de ces matériaux composites, sachant qu'aujourd'hui, tous les réservoirs sont enfouis, et que cette solution ne nous semble pas écologiquement, ou en tout cas la plus pertinente. Donc aujourd'hui, on sait transformer un réservoir en matériaux composites en matière première recyclée. Alors c'est pas nous qui allons le faire, par contre, nous on va s'occuper du démantèlement, du démontage des réservoirs, leur neutralisation, leur démantèlement, puis leur orientation vers des partenaires qui eux, vont recycler la fibre de carbone et en faire une nouvelle matière première utilisable dans l'industrie. Donc voilà pour je dirais alors je remercie d'ailleurs au passage les soutiens qu'on a déjà de Carboval, dont GRDF, la CCI, France Mobilité Biogaz, mais aussi Île-de-France Mobilité, la RATP, ou des acteurs majeurs du transport de voyageurs qui sont pleinement conscients de ces nécessités de pas laisser de poussière sous le tapis, comme je le disais. Voilà, et puis donc pour conclure, je dirais, si le groupe VTE, c'est effectivement, on couvre toutes les prestations de la formation à la maintenance, allant même jusqu'à l'élimination. On est implanté en Île-de-France, donc puisque le thème c'était les entreprises franciliennes, on est à vos côtés dans cette transition énergétique. N'hésitez pas à aller voir notre site internet, et puis je suis évidemment disponible pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup Arnaud. Je me tourne vers Anna pour savoir s'il y a des questions suite à cette intervention. Non, il n'y a pas de questions. Il y a eu une réaction de Bernard Mounier pour proposer de faciliter des mises en contact entre la sphère des acteurs économiques et le domaine universitaire. Mais pas de questions. N'hésitez pas à réagir directement par micro. Oui, si jamais il y a des questions, quelle que soit d'ailleurs l'intervention, ou de façon plus générale sur la thématique du webinaire, n'hésitez pas. Et sinon, il me revient l'honneur de conclure ce webinaire. Je vais vous rappeler 3 éléments de contexte qui ont été cités dans plusieurs interventions. Le premier, c'est que le transport, c'est le secteur le plus émetteur aujourd'hui en termes d'émissions de CO2. Il est plus que l'industrie, hein, il représente 30% des émissions de gaz à effet de serre en France. Et la moitié, ce sont les émissions liées à la mobilité lourde. Le deuxième élément, c'est que le transport, c'est le seul secteur qui n'arrive pas à réduire ses émissions depuis 1990. Donc, c'est encore un gros enjeu. Et puis, c'est Clément Chandon qui le disait tout à l'heure, il y a encore 98% du parc de véhicules lourds qui est au diesel, et il y a encore 95% des nouvelles immatriculations qui se font au diesel. Donc, décarboner le transport, c'est finalement un enjeu qui est immense et urgent, et que cet enjeu-là, et là je m'appuierai sur ce que disait Sébastien Lézé tout à l'heure, il passe forcément par un mix. Il faut qu'on puisse utiliser tous les carburants, toutes les énergies renouvelables qui sont disponibles pour être au rendez-vous de la décarbonation de la mobilité, et plus particulièrement de la mobilité lourde.
Le bio-GNV en fait partie, au même titre que d'autres énergies, hein. Elles sont complémentaires, elles ne sont pas en opposition. Et donc aujourd'hui, oui, le bio-GNV, c'est une énergie qui est opérationnelle, qui décarbone puisque c'est un carburant qui est vert, qui est 100% renouvelable, qui réduit de 80% les émissions de CO2 comme nous l'a dit Selma au départ. C'est aussi une solution qui est opérationnelle parce qu'il y a un maillage de stations qui est développé et ça c'est essentiel et c'est Loïc qui nous disait tout à l'heure, c'est essentiel pour des transporteurs pour éviter les détours, les haul-pieds. Il faut absolument qu'il y ait un réseau de stations qui soit dense, donc il faut continuer à le densifier. C'est une solution opérationnelle aussi parce qu'il y a une gamme de véhicules qui est très large et qui continue à produire de nouveaux modèles plus puissants, avec des autonomies plus importantes et avec des consommations qui se réduisent. Et c'est ce que nous a montré Clément tout à l'heure dans sa présentation sur la gamme notamment d'Iveco. Et puis, c'est une solution qui est disponible et qui est performante, qui est maîtrisée depuis plus de 20 ans et qui a des temps de remplissage pour faire le plein et des autonomies comparables au diesel. Et puis, dernier point, on l'a vu, qui est essentiel, hein, on l'a vu avec Monoprix, qui est un chargeur, et Prema, qui est un transporteur. L'aspect compétitivité, il reste le nerf de la guerre. C'est le cas du bio-GNV par rapport au diesel aujourd'hui, hein, les TCO sont très proches et donc on sait l'importance du facteur économique dans le secteur du transport. Il faut que la décarbonation se fasse à un coût modéré et maîtrisé pour qu'elle puisse se faire rapidement. Alors aujourd'hui, on a parlé beaucoup de transport de marchandises, mais c'est vrai qu'il y a d'autres transports, et Arnaud le disait tout à l'heure, il y a d'autres transports comme le transport de voyageurs qui a fait le choix du bio-GNV. Alors, pour ceux qui sont en Île-de-France, vous voyez passer souvent les bus d'Île-de-France Mobilité au biométhane. Île-de-France Mobilité a fait ce choix, la région Île-de-France a fait ce choix aussi de convertir toute sa flotte et d'avoir une flotte propre avec un objectif très ambitieux qui est un objectif pour 2030 avec une volonté de convertir 70% de sa flotte au bio-GNV et 30% à l'électricité. Et puis, il y a un autre secteur dont on n'a pas parlé aujourd'hui, qui est le secteur de la propreté, qui aujourd'hui aussi se décarbone et on voit passer notamment à Paris beaucoup de bennes ordures ménagères qui sont elles aussi au bio-GNV. Et pour le coup, c'est une belle histoire hein, parce que finalement, ces bennes ordures ménagères, elles roulent avec du bio-GNV qui a été produit notamment à partir des déchets qu'elles transportent. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la boucle locale que représente ce carburant. Et puis, je terminerai, et je crois que c'est Sébastien qui l'a dit tout à l'heure, et Selma aussi, sur le fait que le bio-GNV, ce n'est pas juste une énergie de transition, c'est une énergie d'avenir pour la mobilité lourde et qui permettra d'atteindre nos objectifs qui sont aujourd'hui extrêmement ambitieux pour la décarbonation du transport et aussi pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais qui sont un enjeu majeur en Île-de-France, puisque vous le savez, hein, il y a encore 7000 décès prématurés qui sont liés à la pollution. Et donc là encore, le bio-GNV, c'est une belle solution pour réduire cette pollution sur la région francilienne. S'il n'y a pas de questions complémentaires, pas de questions rentrées, s'il n'y a pas de questions complémentaires, je vous remercie pour votre écoute aujourd'hui et pour vos questions. Et puis, bien sûr, je remercie très chaleureusement tous les intervenants de cette table ronde qui ont pris le temps de nous expliquer, nous raconter leur expérience. Donc, merci à tous et à toutes. Au revoir, bonne journée. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.